Salut tout le monde. Qui n'a jamais rêvé d'un potager qui déborde de légumes? On pense souvent que la solution c'est l'engrais, mais si je vous disais que la vraie clé du succès, elle est juste là, sous nos pieds. Aujourd'hui, on plonge les mains dans la terre pour parler des amendements. On va voir comment transformer n'importe quel sol, même le plus difficile, en un petit coin de paradis pour nos plantations. Ah, la fameuse question. Celle qui nous a tous un jour ou l'autre donné envie de tout laisser tomber. Pourquoi mon potager ne donne rien alors que je mets de l'engrais? On arrose, on bichonne nos plantes et au final, la récolte est décevante. C'est super frustrant. Et si on faisait fausse route depuis le début? Si le problème, ce n'était pas la plante, mais bien le sol. Et voilà, c'est là que tout s'éclaire. Regardez bien cette distinction parce qu'elle est fondamentale. L'engrais, c'est comme donner un sucre rapide à un athlète. Ça donne un coup de fouet immédiat. C'est du court terme. L'amendement, lui, c'est complètement différent. Il ne nourrit pas directement la plante. Non, il améliore le terrain de jeu. Il rénove la maison entière. C'est une action de fond, sur le long terme. Il y a un dicton en jardinage bio qui résume ça à la perfection. Nourrir la vie du sol, pas les plantes. C'est un vrai changement de mentalité. Au lieu de se focaliser sur la plante et ses besoins immédiats, on se concentre sur le sol. On le rend vivant, riche, équilibré. Et un sol en pleine santé, eh bien, il va naturellement nourrir les plantes, et pour longtemps. Ok, donc pour que ce soit bien clair, un amendement, c'est quoi? C'est tout simplement un produit qu'on va apporter au sol pour améliorer ses propriétés. On parle de ses propriétés physiques, chimiques ou biologiques. Le but du jeu, ce n'est pas le shot d'énergie, c'est vraiment de transformer le sol en profondeur et sur la durée. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Le premier grand type d'amendement, c'est celui qui va s'attaquer à un problème très courant, le pH du sol. On les appelle les correcteurs de pH. Et dans cette famille, les stars, ce sont les amendements calcaires. Alors, un sol trop acide, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un frigo plein à craquer de bonnes choses, mais la porte est fermée à double tour. C'est exactement ça. Les nutriments sont bien dans le sol, mais les plantes ne peuvent pas y accéder. Le pH bas les bloque. La solution? Les amendements calcaires, comme la chaux, les cendres de bois non traitées ou encore le maël. Ils agissent comme une clé. Ils neutralisent l'acidité, font remonter le pH et hop, la porte du frigo s'ouvre. Et croyez-moi, l'effet peut être bluffant. Regardez-moi ce graphique. C'est une étude universitaire sur la culture d'arachides. Dans le sol de départ, très acide, avec un pH de 4,5, ils récoltaient 28 grammes. Ensuite, ils ont juste ajouté un amendement calcaire pour ramener le pH à 6,5, un niveau idéal. Et là, tenez-vous bien, le rendement est passé à 85 grammes. Il a presque triplé. C'est dingue, non? Ça prouve bien que parfois, il ne sert à rien de s'acharner avec les engrais si le problème de base n'est pas réglé. Mais il y a un mais, et il est de taille. Il y a un vieux proverbe qui dit « Le chaulage enrichit le père et ruine le fils ». Ça sonne un peu dramatique, mais c'est une mise en garde très importante contre les excès. Alors qu'est-ce que ça cache cette histoire? Eh bien voilà l'explication. Si on met trop de chaud, le pH monte trop haut et on inverse le problème. Le sol devient trop basique et cette fois, il bloque l'accès à d'autres éléments comme le fer. Mais le pire, c'est que ça accélère la décomposition de la matière organique. En gros, ça brûle le capital fertilité du sol. Le père, lui, il a une houe de récolte incroyable, mais le fils, il hérite d'une terre lessivée. Donc la règle d'or, c'est la modération. Allez, on change de catégorie pour passer à ma préférée, celle qui est vraiment au cœur du jardinage durable, les bâtisseurs de vie. Je parle bien sûr des amendements organiques. Là, le but n'est plus de corriger un problème, mais de construire, de bâtir brique par brique la fertilité de son sol. Et le roi de cette catégorie, l'incontournable, l'allié numéro 1, c'est bien sûr le compost. C'est l'or noir du jardinier. Son super pouvoir, c'est qu'il est bon à tout faire. Il apporte de l'humus, cette matière stable qui est l'épine dorsale de la fertilité. Il améliore la structure, retient l'eau et surtout, c'est un festin pour toute la microfaune et les bactéries du sol. C'est lui qui met la vie en route. Une autre approche géniale, ce sont les engrais verts. On peut les voir comme des amendements vivants. Le principe est tout simple, on sème des plantes comme la moutarde ou le trèfle, non pas pour les manger, mais pour qu'elles travaillent pour le sol. Pendant qu'elles poussent, leurs racines aèrent la terre. Et une fois qu'on les fauche, on les laisse sur place. Elles se décomposent et nourrissent le sol en retour. C'est un cycle vertueux. Et la liste ne s'arrête pas là, bien sûr. Il y a le fumier, un grand classique, très riche mais qu'ils vont mieux composter un peu avant. Il y a le fameux BRF, le bois raméal fragmenté, pour ceux qui veulent recréer un sol de forêt hyper fertile sur le long terme. Et puis, il ne faut pas oublier les choses les plus simples, les pailles, les feuilles mortes. Tout ça, c'est de la nourriture pour les petites bêtes qui travaillent pour nous sous la surface.
Troisième et dernière grande famille, les architectes du sol. Là, on ne touche plus à la chimie ou à la biologie. On va jouer sur la structure même du sol, sa texture. C'est un peu comme faire du gros œuvre pour améliorer les fondations. Ici, on s'attaque aux deux extrêmes. D'un côté, le sol lourd, argileux, celui qui colle aux bottes et qui devient du béton en été. Le problème, il est compact, l'eau stagne. La solution, on va l'aérer avec du sable et, devinez quoi, du compost. De l'autre côté, le sol léger, sableux, celui qu'on appelle une passoire. Le problème, il ne retient rien, ni l'eau, ni les nutriments. La solution, on va lui donner du liant avec de l'argile, comme la bentonite, et encore du compost. Décidément, le compost, c'est le couteau suisse du jardinier. Dans cette même famille des architectes, on a aussi les poudres de roche, comme la poudre de basalte ou de lave. Elles sont intéressantes parce qu'elles ont un double effet. D'abord, elles aident à alléger les sols lourds, et ensuite, en se dégradant tout doucement sur des années, elles libèrent plein d'oligo-éléments précieux pour les plantes. Ok, on a maintenant une belle boîte à outils, avec des correcteurs de pH, des bâtisseurs de vie et des architectes. La grande question c'est, comment on choisit le bon outil au bon moment? Eh bien la réponse est simple, il faut apprendre à connaître son propre sol. Il faut devenir un peu le médecin de sa terre. Et la démarche est super logique, en 4 étapes. Étape 1, on observe. On prend une poignée de terre, on la malaxe. Est-ce que ça fait une boule collante ou est-ce que ça file entre les doigts? L'idéal, c'est de faire un petit test de pH, ça coûte presque rien et ça donne une info cruciale. Étape 2, on définit son but. Est-ce que l'on veut remonter le pH, améliorer la rétention d'eau? Étape 3, on choisit le bon outil pour le boulot. Et enfin, étape 4, on applique correctement en respectant les doses et la saison. Pas la peine de vider le sac d'un coup. Donc, pour résumer en un clin d'œil, si le problème principal, c'est un sol trop acide, on sort l'outil calcaire pour remonter le pH. Si l'objectif, c'est de construire la fertilité sur le long terme, de créer de l'humus, alors c'est la famille organique qui entre en jeu. Et si le souci, c'est la texture, une terre béton ou une terre passoire, on se tourne vers les amendements physiques. Simplement. Au final, ce qu'on voit, c'est que s'occuper de son sol avec des amendements, c'est beaucoup plus que du simple jardinage. C'est une philosophie. C'est arrêter d'essayer de dompter la nature à coups d'engrais et commencer à travailler main dans la main avec elle. Et ça nous amène à une question un peu plus profonde. Et si la chose la plus précieuse qu'on pouvait laisser derrière nous, ce n'était pas nos récoltes, mais un sol vivant et en bonne santé? C'est une belle pensée à avoir la prochaine fois qu'on mettra les mains dans la terre.